Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez correctement ou il faut que je parle plus près du micro? Alors, c'est censé être une conférence interactive. Donc, je propose que, puisque je vais parler d'amour et de sexualité, si vous voulez nous faire des démonstrations en temps réel, je vous invite à monter sur scène, à venir nous faire des démonstrations. Très bien. Alors, si en plus, on a un invité de qualité sur scène, j'ai très, très hâte. J'avais prévu qu'il y ait plein d'images qui correspondent très précisément à ce que je vais vous raconter, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Donc ça aussi, ça fera partie de l'interactivité de la conférence. On va peut-être se promener un petit peu dans les images, et c'est pas grave, du tout. Donc cette conférence, elle va parler de ce qu'il y a de nouveau dans l'amour. Et cette thématique, elle est un petit peu étrange. Enfin, en tout cas, elle peut paraître laide parce que finalement, l'amour, c'est un sentiment vieux comme le monde. En plus, on sait tous un petit peu à quoi ça ressemble. On se dit, voilà, un homme, une femme se rencontrent, ils ont un coup de foudre, ou alors ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, ça va marcher entre eux, ils vont se marier, ils vont faire des enfants, ils vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie et tout ira bien. Et ça, c'est un petit peu le conte de fées. Et ça, c'est l'amour idéal qu'on apprend quand on est enfant. Et on se dit que ça fait tellement longtemps que ça existe qu'on se demande bien comment est-ce qu'il pourrait y avoir des choses nouvelles en amour. Et puis finalement, c'est terriblement arrogant, même l'idée qu'on puisse réinventer l'amour, parce que c'est quelque chose qui est naturel, n'est-ce pas? Et puis en plus, c'est pas seulement quelque chose qui se passe dans la tête, c'est aussi quelque chose qui se passe dans le corps. C'est aussi des hormones, c'est aussi des émotions que les scientifiques peuvent voir, par exemple, sur l'imagerie cérébrale. C'est des choses qui ont été très étudiées. Donc, on pourrait se dire, quoi de neuf? Qu'est-ce qui est possible dans quelque chose de nouveau? Et puis ensuite, on a les historiens des sentiments qui nous montrent qu'en fait, si on peut inventer des choses parce que les sentiments ont une histoire. Donc ça, typiquement, c'est Vigarello, et il y en a eu beaucoup depuis, qui nous expliquent que l'amour, comme tous les autres sentiments, a une histoire. Et du coup, on peut inventer des choses nouvelles. Et même si, bien sûr, il y a des éléments chimiques dans l'amour, ça ne veut pas dire que la culture n'a pas d'influence sur la manière dont on ressent ces éléments chimiques. Typiquement, si vous êtes dans un avion et que vous sautez, vous allez avoir très très peur et probablement vous allez voir votre vie défiler devant vos yeux. Mais si vous avez un parachute, alors vous aurez sans doute un peu peur aussi, effectivement, mais vous ressentirez probablement de l'enthousiasme. Et dans les deux cas, c'est chimique. Dans les deux cas, c'est de l'adrénaline. En plus, ça va être la même hormone, mais la manière dont vous allez ressentir le sentiment ne va pas être du tout le même. Du coup, à partir d'un même flux hormonal amoureux, on peut avoir des expériences très, très, très différentes. Et ça va dépendre de notre culture et ça va dépendre de plein de changements culturels qui ont eu lieu récemment. Là, je vais essayer de changer d'image. Et alors, ah si, j'y arrive, c'est merveilleux. Bon, très bien. Alors, il n'y a pas besoin de retourner très très longtemps en arrière pour s'apercevoir qu'il y a eu des changements vraiment importants. Rien que sur les 50 dernières années ou un petit peu plus, entre les droits reproductifs, l'avortement, la contraception, avec le mouvement MeToo, bien sûr, parmi les choses les plus récentes, avec la montée en autonomie financière, émotionnelle aussi des femmes, ça change pas mal de choses. Il y a eu plus d'acceptation, alors relativement des minorités sexuelles, des minorités de genre. Il y a eu les sextoys, il y a eu Internet, il y a eu pas mal de technologies autour de la sexualité et de l'amour. Et toutes ces conditions objectives de la manière dont on vit nos histoires amoureuses, bien sûr, changent la nature même des histoires d'amour qu'on va rencontrer dans notre vie. Alors, je vais commencer cette conférence en parlant des nouveaux objets de l'amour. Voilà, des nouvelles personnes ou des nouveaux objets dont on peut tomber amoureux. Ensuite, je vais parler des nouvelles organisations de l'amour. Voilà, une fois qu'on a trouvé la personne ou l'objet, est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Et puis ensuite, je vais parler de l'expression charnelle de cet amour. Donc, on va parler de sexe, mais ce sera un petit peu plus tard. Mais il faut rester, même si ça fait un petit bout de temps que vous êtes là, vous devez être fatigué. Puis les moustiques vous en ont probablement un peu dévoré. Mais si vous restez jusqu'au bout, on parlera de sexe. Voilà. Alors, je commence par les nouveaux objets de l'amour. Je vais
essayer à nouveau de changer d'image. Ah bah très bien, commençons par ça. Même si ce n'était pas ce que j'avais prévu, c'est pas grave. Il y a évidemment, on peut tomber amoureux de personne. Ça, c'est la configuration la plus fréquente. Mais on n'est pas obligé de tomber amoureux de personne. Et ça peut sembler un petit peu bizarre de tomber amoureux de choses qui ne sont pas humaines ou pas directement humaines, mais a priori, vous êtes concerné, par exemple, par l'amour pour des personnages de fiction ou pour des personnages historiques. Là, dans l'image qui vient d'apparaître derrière moi, absolument pas dans l'ordre, on voit que dans la population française, 62% des personnes, donc quasiment 2 personnes sur 3, ont eu leurs premiers émois érotiques devant un acteur ou une actrice. Alors bien sûr, on pourrait dire c'est une personne. Mais à ce moment-là, un acteur ou une actrice incarne un personnage de fiction. Et ça va encore plus loin quand on voit un petit peu à côté les personnages de dessins animés. C'est quasiment 1 personne sur 10 qui a connu ses premiers émois érotiques en regardant un personnage de dessin animé. Et puis là, on n'est vraiment plus du tout dans l'humain. Donc on voit bien que la plupart d'entre nous sont concernés. Et avant de faire cette conférence, moi j'ai quand même redemandé sur Twitter, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'un personnage de fiction, un personnage historique, enfin en tout cas quelqu'un qui n'est pas là physiquement. Et c'est pareil, les 2 tiers des personnes m'ont dit oui, bien sûr. Et puis ce qui était rigolo, c'est que les gens avaient vraiment très envie de partager quelle était cette personne, enfin cette non-personne dont ils ou elles sont tombés amoureux. Preuve que l'amour, alors vraiment ensuite les gens me décrivaient alors non seulement un émoi érotique, mais ensuite vraiment un élan vers ce personnage. Preuve qu'il n'y a pas forcément besoin que l'objet de l'amour soit humain. Je continue à faire défiler les images et c'est les images qui vont décider dans quel ordre je vais... Ah bah très bien, ça. Aujourd'hui, avec la technologie, on n'est même pas obligé de passer par des personnages qui ont existé ou des personnages fictionnels. On peut aussi inventer ses propres personnages. Là, ce que je vous montre, c'est ce qui se passe si sur vos applis, sur votre recherche d'applications sur vos téléphones portables, si vous cherchez une petite amie virtuelle. Il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui existent pour créer sa copine virtuelle ou son copain virtuel. Mais la plupart du temps, c'est des personnages féminins. Sur chacune de ces applications, évidemment, vous pouvez créer un nombre infini de petites amies virtuelles. Et ensuite, au niveau de l'interaction, ça va être assez différent. Donc, soit ça va être vous qui projetez complètement votre imaginaire dessus, soit il va y avoir des fois même des personnes humaines qui vous envoient des petits textos sympas et qui vous donnent l'impression d'avoir une interaction avec un humain. Et on se rend compte, quand on pose la question aux personnes qui utilisent ce genre de choses ou qui utilisent des algorithmes, des fois c'est vraiment des programmes textuels ou alors des hologrammes, que ces personnes vont développer des sentiments extrêmement profonds envers des machines. Ça marche aussi évidemment avec la réalité virtuelle, donc ça c'est quand vous mettez un casque sur votre tête, ou alors avec la réalité augmentée, ça c'est quand vous jouez à Pokémon Go sur votre téléphone. Ah, pardon, je parle 10 fois trop vite. Je ralentis. Alors, donc, la réalité virtuelle, c'est quand vous mettez un casque sur votre visage et que vous êtes projeté dans un univers le plus souvent entièrement différent. Et la réalité augmentée, comme dans Pokémon Go, c'est quand vous mettez votre téléphone devant vous et que ça fait apparaître des informations sur l'univers qui vous entoure déjà. Et le plus souvent, quand on évoque ce genre d'attraction pour, alors là, vraiment quelque chose qui appartient purement au royaume de l'informatique, alors ça paraît très froid. Il y a l'idée que ce soit pas un amour légitime, parce que bien sûr, là, on est complètement dans quelque chose de transhumain, de cyborg. Et alors la première question, ce serait de savoir si le fonctionnement de notre cerveau est vraiment si différent du fonctionnement d'un algorithme qui serait très 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 développé. Sommes-nous des humains? Sommes-nous dans une simulation? Sommes-nous des robots? C'est des questions que certains penseurs, certaines penseuses se posent réellement. Et puis ensuite, il y a toujours cette idée que cet amour, il ne pourrait pas exister parce qu'il n'y a pas de personne en face, il n'y a pas de réaction en face.
Et bien sûr, cet argument, on peut l'entendre. Un algorithme, c'est sûr qu'il n'a pas de cœur et il n'a pas d'esprit. Et en même temps, s'il fallait que notre amour soit toujours payé de retour pour qu'il soit un amour réel, profond, intense et légitime, alors ça serait. Et j'imagine que certaines d'entre vous ont déjà eu le cœur brisé, ont déjà aimé quelqu'un sans retour, ont déjà eu leurs sentiments complètement perdus, dissous comme ça dans le vide. Alors vous savez très bien que non seulement un amour sans retour peut exister, mais aussi que parfois, cette absence de retour va encore augmenter vos sentiments. Alors, bien sûr, là, je vous parle de choses un peu ésotériques pour un public occidental. C'est vrai que dans notre univers occidental, les petites amies virtuelles sont pas très fréquentes. Mais dans les pays d'Asie, on sait que ça peut être populaire. Alors, bien sûr, je généralise absolument pas. Et je suis pas en train de dire qu'au Japon ou en Corée, tout le monde, et en Chine, tout le monde utilise ce genre de choses, pas du tout. Mais on voit bien que dans des sociétés où des fois le lien entre les personnes a été un petit peu endommagé lors des décennies passées, alors des fois il y a des cas médiatiques qui apparaissent et qui vont jusqu'au mariage. Alors évidemment, je ne parle pas de mariage légaux. On peut avoir des hommes, par exemple, qui vont épouser des poupées ou des hologrammes ou des idoles virtuelles. Hop, je continue à passer. Je suis désolée, vous avez plein de spoilers. Hop. Ah, voilà. Alors, bien sûr, ça m'amène à la question des poupées réalistes. Normalement, quand on parle de ces poupées, on parle toujours de poupées sexuelles, ce qui n'est pas complètement exact. Déjà parce que ça nous rappelle étrangement le temps des poupées gonflables. Et alors, on n'en est vraiment plus du tout là, avec ces choses qu'on voyait passer dans les sex shops et qui nous faisaient rigoler. Aujourd'hui, tout récemment, par exemple, moi, pour un documentaire, j'ai été dans un atelier en France qui construit ce genre de poupées réalistes. Et alors, c'est vraiment incroyable parce qu'elles sont extrêmement bien faites. Et la manière dont ça se présente, c'est qu'elles ont un squelette assez semblable à un squelette humain. Elles font à peu près un tout petit peu plus petites que moi. Elles sont assez lourdes, donc elles ont un squelette. Et puis ensuite, il y a différents types de silicone qui permettent d'avoir un toucher assez bluffant. C'est-à-dire que par exemple, la texture de la poitrine ou des fesses va être plus souple que celle des bras, comme sur une femme normale. C'est pareil, ils ne s'en vendent pas des tonnes. Et pourtant, au Japon, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui vont dépenser plusieurs milliers d'euros pour obtenir ce genre de poupée. Et si je vous en parle dans une conférence sur l'amour plutôt que dans une conférence sur le sexe, c'est parce que l'anthropologue Agnès Giard, qui a beaucoup travaillé sur cette question, dans un bouquin passionnant qui s'appelle « Un désir d'humain », a été interrogé plein d'hommes. Alors, c'est généralement des hommes qui achètent des poupées plutôt féminines d'apparence, développent des véritables passions pour ces poupées et des passions qui sont assez semblables dans leur organisation à une passion qu'on pourrait avoir pour une personne de chair et de sang. C'est-à-dire qu'au début, quand ils reçoivent leur poupée, il y a ce moment où on apprend à se connaître, on est éventuellement un petit peu intimidé. Donc, quand on reçoit la poupée, elle arrive dans une boîte et sa tête n'est pas posée. Et moi, dans celle que j'ai été observée, leurs yeux alors, sont posés, mais il faut enlever une pellicule pour leur donner le regard. Alors là, évidemment, il y a toute une symbolique de, voilà, on lui donne son visage, on lui donne son regard. Et ensuite, si tout se passe bien, il y a aussi le moment où on nomme sa poupée. Il y a une histoire de passion avec une phase hyper fusionnelle au début où ces hommes disent qu'ils sont obsédés par la poupée, ils la mettent partout, ils l'habillent, ils en prennent soin. Ensuite, tout doucement, il va y avoir une espèce de phase de couple avec peu à peu une espèce de routine qui s'installe. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, un petit peu comme une histoire d'amour normal, il va y avoir une lassitude. Alors,
Bah, soit on met la poupée au placard, soit on en rachète une autre pour lui tenir compagnie. Et certains utilisateurs, comme ça, ont une espèce de famille, de polygamie qui se construit autour des poupées. Et là, c'est pareil, je vois bien que je vous parle de ça et vous vous dites, mais c'est quasiment incompréhensible. Et pourtant, ces poupées, elles sont faites d'une manière qui permet de projeter plein de fantasmes sur elles. C'est-à-dire que leur bouche, c'est le cas d'ailleurs sur celle-ci, leur bouche, elle est conçue pour être laissée un tout petit peu entrouverte parce que c'est un peu un espace qui permet, selon la lumière dans laquelle on la positionne, qu'elle ait l'air plutôt rêveuse, plutôt triste, plutôt aguicheuse. Et pour le regard, généralement, ils font en sorte que la poupée ait un très léger strabisme, c'est-à-dire qu'elle peut jamais complètement vous regarder dans les yeux, parce que c'est pareil. Le fait que la poupée soit là, soit un objet, ne veut pas dire qu'elle soit toujours disponible ou toujours atteignable. Elle appartient à un monde un petit peu intermédiaire, et c'est cet espace de projection qui rend l'amour possible. Et un amour qu'à mon avis, on ne peut pas complètement disqualifier, sous prétexte qu'il ne correspondrait pas à nos normes amoureuses. Hop, je passe à la suite. Hop. Ah, voici Alexandre le Grand. Ah oui, alors à ce moment-là, je voulais vous parler d'un philosophe. C'est un homme trans, Paul Preciado, qui a d'ailleurs vécu à Athènes pendant un petit bout de temps. Et lui, il parle de 4 différents types d'amour qu'on peut ressentir dans sa vie. Pour des humains, pour des personnages de fiction ou des personnages historiques, comme Alexandre le Grand, pour des chiens et pour des villes. Alors moi, j'ai jamais eu de chien, donc celui-là, j'ai un peu du mal à l'imaginer, mais je suis sûre que c'est complètement possible. Alors là, évidemment, on parle d'un amour chaste. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous encourager à faire l'amour avec votre animal domestique en finissant cette conférence. En revanche, pour des villes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, bien sûr que ça m'est arrivé d'avoir une émotion incroyable en découvrant une nouvelle ville. Et par exemple, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais Athènes est une ville dont je pense que je suis un petit peu amoureuse quand même. Et en sortant de l'avion hier, j'avais quand même une émotion un peu semblable à celle qu'on peut avoir quand on retrouve un amant qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Et c'est vrai qu'une ville, ça se déambule, ça se découvre. Il y a des villes qui se donnent très facilement, peut-être comme Paris. Tout est offert, tout est beau. Puis il y a des villes plus difficiles d'accès. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que là, il se joue quelque chose qui peut être de l'ordre du sentiment amoureux. Et si je vous montre Alexandre le Grand, c'est parce que, alors typiquement, désolée à cause des slides, je fais cette conférence un petit peu dans le désordre, c'est parce que là, vraiment, moi, j'en suis tombée très, très amoureuse il y a quelques années. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en plus, c'est mon mari qui m'a présenté Alexandre le Grand. Et lui-même était peut-être un petit peu amoureux de lui. Et il n'arrêtait pas de m'en parler. Et puis au début, je me suis dit, oh là là, un personnage historique. Et puis en plus, alors, mort depuis largement plus de 2000 ans, non, quoi. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser. Et moi, il était assez joli garçon, ça aide. Et à un moment, je suis devenue complètement obsédée par Alexandre le Grand. Et évidemment, on pourrait dire, on peut être obsédé par un personnage historique sans que ce soit de l'amour. Mais moi, vraiment, j'y pensais tout le temps à un moment. Et il y a même 2-3 fois où j'ai fait l'amour avec mon mari, mais je pensais à Alexandre le Grand. C'est vrai. Et puis, au bout d'un an, parce que chez moi, ça passe un petit peu vite, finalement, je suis détombée amoureuse d'Alexandre le Grand. Même si, encore aujourd'hui, ça m'arrive de penser à lui, notamment pour me donner du courage, parce que c'était un homme courageux. Et puis je me dis aussi que ce qu'il y a de génial avec l'amour, c'est que c'est un sentiment contagieux. Alors je me dis que peut-être, après ma conférence ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous mettre sur Wikipédia, vous allez taper Alexandre le Grand, vous allez tomber amoureux d'Alexandre le Grand, et je vous aurai collé le virus. Et bien sûr, on pourrait dire, ok, ça c'est mon problème à moi, mais c'est pas un amour dynamique. Mais j'en suis même pas complètement sûre, parce que, bien sûr, il est mort depuis vraiment, vraiment longtemps.
Mais si moi, je pense à lui, et si moi, je pense à lui, en plus, érotiquement, s'il m'apporte quelque chose, et si je vous passe le virus ce soir, alors peut-être que cet amour l'aura rendu, lui, un tout petit peu moins mort. Donc je veux croire qu'il y a un échange possible entre moi et Alexandre le Grand. Même si, même si en le disant à voix haute, bizarrement, là, je me dis que ça paraît très, très arrogant. Donc là, on a parlé des poupées, on a parlé des algorithmes, on a parlé des personnages de fiction. Je vois bien que je ne vais pas arriver à retrouver l'image qui correspond, mais bien sûr, ce par quoi je comptais commencer, c'est évidemment toutes les personnes LGBTQIA+. Et si, évidemment, alors ces amours, ils existent depuis beaucoup plus longtemps que ces 50 dernières années, et il pourrait paraître un petit peu abusif de les placer dans une conférence qui parle de ce qu'il y a de neuf en amour. Mais les conditions objectives de vie de ces amours-là sont bien différentes aujourd'hui, puisque par exemple, les personnes trans vont arriver à transitionner, par exemple. C'est pas pareil de vivre un amour quand on peut se marier avec la personne, quand on peut l'embrasser et la tenir par la main dans la rue. C'est pas pareil de pouvoir faire des enfants avec quelqu'un qui est du même sexe que soi, ou alors de devoir vivre une histoire d'amour qui est complètement cachée et qui peut nous faire valoir la peine de mort. Et c'est pour ça, dans un autre registre, que je parlais aussi de l'avancée des droits reproductifs des femmes. C'est pas pareil pour une femme de tomber amoureuse d'un homme et de faire l'amour avec lui, en sachant, si elle sait que si jamais elle tombe enceinte, il n'y aura pas ou pas forcément de grossesse qui pourrait éventuellement lui faire perdre sa réputation, son travail, son cercle social, qui peut même faire en sorte qu'elle soit exclue de toutes les personnes qu'elle aime et tous ses moyens objectifs de survie. Voilà. Donc là, je vous ai parlé des nouveaux objets de l'amour. Et puis, je voudrais passer maintenant à ce qu'on en fait quand même de cet amour. Comment on s'organise? Parce que ça aussi, ça change. Et ça change à travers tous les changements culturels qui ont eu lieu, et notamment récemment, parce que certains penseurs pensent qu'on est à un moment où le temps s'accélère, les idées s'accélèrent. Alors du coup, c'est vrai que ça peut aller assez vite aussi dans les modes d'organisation. Je vais essayer de trouver une image qui correspond à ce que je voulais vous dire. Ah bah très bien, ça c'était pas mal. Hop. Normalement, la manière correcte, traditionnelle de vivre une histoire d'amour, c'est que tout se passe bien, on vit ensemble, on se désire pour toujours et il n'y a jamais de problème. En fait, non seulement c'est très rigide, mais c'est extraordinairement exigeant comme manière de faire. Faire tenir le désir pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, maintenant qu'en plus on vit très longtemps, alors que la plupart des chercheurs qui observent le sentiment amoureux disent qu'au bout de 2 ou 3 ans, ou même au bout de 6 mois, ce désir va s'éteindre, et généralement il commence par s'éteindre chez les femmes. Bien sûr que c'est un super challenge. Donc, ce qu'on fait beaucoup, alors je ne sais pas si c'est le cas en Grèce, mais en tout cas en France, c'est la monogamie sérielle. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les histoires d'amour pendant sa vie. En France, en moyenne, les hommes et les femmes ont 11 partenaires sexuels dans leur vie et 2 grandes histoires d'amour. Finalement, c'est pas tant que ça. Mais on voit que aujourd'hui, il y a la possibilité, même si c'est pas complètement prévu par notre organisation sociale, de vivre une monogamie, puis une autre monogamie, puis une autre monogamie. Même si, évidemment, il faut inventer des choses au niveau du partage des biens, au niveau du partage des enfants. Ça n'empêche pas d'évoluer. Mais maintenant, on peut aussi faire les choses autrement, notamment par le polyamour. Alors, j'imagine que certains d'entre vous savent déjà parfaitement ce que c'est, mais je vais quand même expliquer. C'est une forme d'arrangement qui a été popularisée à la fin des années 60 et qui gagne vraiment en force aujourd'hui, qui permet d'avoir plusieurs amoureux et amoureuses éventuellement en même temps. Et là, on se dit, ça ne peut pas marcher
parce que l'amour, par définition, c'est une élection. L'amour, par définition, est exclusif. Et en même temps, peut-être que pour certaines personnes, l'amour est exclusif, et peut-être que pour d'autres personnes, plusieurs amours symétriques sont possibles. En tout cas, une chose est sûre en amour, c'est que c'est mieux de ne pas imposer trop de règles et des règles extrêmement verticales sur tout le monde en disant voilà, on est tous pareils, on fonctionne tous pareil. Depuis ces dernières années, le polyamour a vraiment gagné en popularité. Alors, en France un petit peu, mais aussi aux États-Unis. Et en fait, on s'aperçoit que, je vais vous ressortir les chiffres, que pas mal de couples ont au moins été intéressés à l'idée d'essayer cette forme d'organisation qui, vu de l'extérieur, paraît résoudre plein de problèmes, et notamment les problèmes de désir. Aux États-Unis, 2 hommes sur 5 et une femme sur 5 ont déjà fantasmé sur l'idée d'avoir une relation non monogame, généralement passant par la forme du polyamour. Parmi ces personnes-là, il y en a 1 sur 5 qui a essayé pour voir. Et parmi ces personnes-là, il y en a 96%, donc l'immense majorité, qui ont eu peut-être la surprise de découvrir que ça se passait très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien alors qu'a priori, avoir plusieurs relations en même temps, déjà au niveau de la logistique, ça peut être un peu compliqué, et puis ensuite, on ne sait pas forcément faire. L'avantage du polyamour, c'est qu'il arrive généralement avec une boîte à outils. Alors, c'est pareil, une boîte à outils, il faut s'approprier, tous les outils ne vont pas marcher sur tout le monde. Mais généralement, il y a 2 outils principaux. Il y a la transparence, donc ça, c'est le fait de s'en parler. Tous les couples amoureux ne vont pas forcément tout échanger au même niveau. Puis là, je viens d'utiliser le mot couple, et ce n'est pas complètement exact, puisque dans ce cas-là, on va parler de constellation. Souvent, il y a un partenaire principal et d'autres partenaires qui vont circuler autour, qui vont aller, qui vont venir. La transparence permet de dire, voilà, là j'ai un crush sur quelqu'un, là en ce moment j'ai besoin d'un peu plus d'espace, j'ai besoin d'un peu moins d'espace, ce soir je ne rentrerai pas, éventuellement pouvoir partager l'espace domestique. Et ce n'est pas toujours facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de jalousie, mais les polyamoureux, notamment par des cercles de parole et par des groupes amicaux et dans leur constellation, arrivent à s'échanger leurs trucs et à faire en sorte que ça marche de mieux en mieux. Et puis si ça ne marche pas, on peut toujours revenir à des formes d'arrangement plus traditionnelles. Le deuxième outil très important, c'est la compersion. C'est un mot qui n'existait pas dans le passé, et c'est l'inverse de la jalousie. La compersion, c'est la capacité à pouvoir se réjouir du bonheur de la personne, que va ressentir la personne dans les bras d'une autre personne. Donc c'est vraiment l'inverse exact de la jalousie. Ça paraît un petit peu audacieux quand je le dis comme ça, mais nos sentiments, nos émotions ne naissent pas de nulle part. Ils font aussi partie d'un bagage culturel qu'on peut développer. Et quand on commence à entendre parler de la compersion, quand on commence à s'approprier ce sentiment, eh ben peut-être qu'on se donne les moyens de pouvoir la ressentir, ou au moins de pouvoir la cultiver chez nous. Moi, je sais que je suis capable de compersion. Cet arrangement non monogame, il est vraiment basé sur la transparence et sur le fait de savoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul arrangement non monogame qui existe. Par exemple, il y a le couple libre. Le couple libre, c'est qu'on sait que l'autre peut aller chercher ailleurs d'autres amours ou alors d'autres aventures sexuelles, mais sans se dire, sans se donner les détails. Et puis, bien sûr, il y a l'échangisme et le libertinage. Là, on va chercher... alors là, généralement, on garde l'exclusivité amoureuse dans le couple et on va chercher la diversité sexuelle ailleurs, mais on le fait ensemble. Donc, à la fois, il y a une confiance qui doit s'établir et en même temps, il y a une espèce de surveillance de la part du partenaire. L'étape encore après, c'est le candolisme. C'est-à-dire que là, donc, non seulement
un des partenaires va faire l'amour avec une autre personne, mais sous le regard de son partenaire principal, qui n'a pas nécessairement envie de participer, mais qui a envie de regarder ce qui se passe. Donc, ça fait plein d'arrangements qui, là, tous sont consentis. C'est-à-dire que les deux partenaires sont d'accord sur ce qui se passe. Ensuite, en France, on a une autre forme d'arrangement qui n'est pas vraiment un arrangement, qui n'est pas vraiment consenti, et on est les champions du monde, c'est l'infidélité. Là, le mari, l'épouse, n'est pas d'accord. Et en France, alors ça dépend des études, mais on estime que la moitié des hommes, le tiers des femmes ont déjà été infidèles. Et surtout, en France, outre qu'on se trompe beaucoup, on ne considère pas généralement que c'est un problème et on ne considère pas nécessairement que c'est un manque d'amour. Je crois que c'est... attendez, je vous retrouve les chiffres en même temps. Hop. Ah oui, alors c'est ça. Alors, 37% des femmes françaises et 45% des hommes ont déjà été infidèles. 2% des femmes trompent actuellement leur mari au moment où je vous parle. Non, je ne vous retrouve absolument pas le chiffre. C'est pas grave. La plupart des Français, ah si, c'est ça. Les 2 tiers d'entre eux pensent qu'on peut être absolument amoureux de son mari ou de sa femme et le tromper. C'est absolument pas un problème. On est le pays au monde qui considère le moins que l'infidélité est une chose qui rend amorale. Il n'y a aucun autre pays qui se compare avec la France sur cette idée très élastique de l'exclusivité sexuelle. C'est-à-dire qu'en gros, notre arrangement un peu hérité du 19e siècle, c'est que tant que l'autre n'est pas au courant, finalement, c'est un crime sans victime. Et puis voilà, personne ne le saura jamais. Et il y a pas mal de couples dans lesquels le mari ou l'épouse accepte de regarder ailleurs, 1 fois, 2 fois, 30 fois. Et puis finalement, on se dit que pourquoi aller casser un couple qui fonctionne juste parce que l'autre personne a envie d'aller coucher ailleurs? Alors évidemment, quand on va dans les autres pays, c'est pas du tout la même chose. Mais souvent, quand on parle des French lovers, on se demande ce qu'il y a d'unique chez eux. Qu'est-ce qui fait que la France est la patrie de l'amour? Je suis pas sûre que ce soit nos talents sexuels, pour être complètement honnête avec vous. Mais alors, je pense que notre rapport à l'infidélité, ça, ouais, ça, c'est sans doute la chose la plus unique et la chose qui définit le mieux une espèce d'exception culturelle amoureuse à la française. Le fait d'être attaché à la monogamie et attaché au fait de pouvoir faire un pas de côté par rapport à la monogamie. Bien sûr, là, en vous parlant de toutes ces nouvelles formes que peut prendre l'amour, et je fais comme si tout le monde avait envie d'amour, et je fais comme si tout le monde avait envie de sexe. Mais évidemment que ce n'est pas nécessairement le cas. Le cas des personnes qui n'ont pas envie ou pas besoin de sentiments amoureux ou qui sont incapables de le ressentir, récemment a fait l'objet d'une dénomination particulière. On parle de personnes aromantiques. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec les scoliosexuels, les sapiosexuels, les demisexuels, des fois, il y a une espèce de lassitude qui s'instaure parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir avec toutes ces niches sexuelles qui s'inventent en permanence? Et c'est vrai que c'est assez exponentiel et qu'on se dit, enfin, moi qui suis pour le travail toute l'actualité sexuelle, c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Et en même temps, ces labels qui des fois nous agacent parce qu'on est obligé de renouveler constamment notre vocabulaire sont incroyablement utiles pour les personnes qui sont concernées et qui, jusqu'à présent, avaient absolument aucun mot dans lequel se reconnaître. Et quand on n'a pas les mots, ben c'est difficile de s'accepter soi-même et c'est difficile de faire reconnaître sa spécificité aux autres. Donc pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par l'amour, on parle de personnes aromantiques. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par la sexualité, on va parler de personnes asexuelles. On estime, mais évidemment c'est très difficile d'avoir des chiffres sur ce genre de questions,
on estime que 1% des personnes sont asexuelles. Et évidemment, c'est important que le mot existe parce que quelque part, ne pas avoir envie de sexe, c'est encore plus transgressif que de ne pas avoir envie d'amour. Des fois, on se dit, voilà, on n'est pas intéressé par l'amour parce qu'il n'y a personne qui nous plaît. Le sexe, c'est censé être encore plus naturel que l'amour. Le besoin sexuel, c'est aussi ce qui permet de reproduire l'espèce. Donc, ces personnes-là peuvent être extrêmement stigmatisées. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, on ait un mot parce qu'ensuite, on peut commencer à comptabiliser et parce qu'ensuite, ces personnes-là peuvent se rassembler, trouver du réconfort et aussi tout simplement exister. C'est-à-dire que quand on arrive dans un nouveau couple et qu'on est asexuel, mais que par contre on est tombé vraiment amoureux d'une personne, c'est quand même très utile de pouvoir lui dire c'est pas moi qui suis, c'est pas moi qui ai un problème, c'est pas moi qui ai un manque, c'est une condition qui quand même concerne un nombre important de personnes. Moi, au début, j'étais un petit peu perplexe quand j'ai entendu parler de ce label. Et depuis, je me suis aperçue que j'avais 2 personnes asexuelles autour de moi. Preuve que des fois, même quand c'est notre métier, on n'est pas forcément à l'écoute de ce que les gens nous disent. Et vraiment, moi, la première. Et c'est important de garder notre esprit et nos conceptions de l'amour toujours très ouvertes. Souvent, les personnes nous disent des choses qui nous semblent inimaginables ou très étranges. Et on s'aperçoit, quand on les écoute vraiment, à quel point nos conceptions de l'amour sont extrêmement normées. Et puis c'est l'heure, on va parler de sexe, non? Ouais, on va parler de sexe. J'essaie de nous trouver une image qui correspond. Non, alors ça c'était plus pour l'infidélité, ça c'était pour le symbole polyamoureux. Je vous le fais dans le désordre complètement. Hop. Je reviens en arrière. Ça c'est pour la fin. Ça, c'était pour les orientations sexuelles, on n'en a pas parlé. Le Grumpy Cat. Ah oui, bah voilà. Ça, c'est une carte qui a été faite, je crois que c'est en 2014, sur toutes les pratiques sexuelles possibles. Ce qui est entouré par un petit cercle blanc, c'est ce que la plupart d'entre nous pratiquons réellement. Et tout le continent qu'on voit autour, ben, c'est tout le reste de ce qui est possible. La manière dont on va exprimer l'amour par le sexe, on parle bien de faire l'amour, c'est pas complètement un hasard. Généralement, si on suit le conte de fées, ça va être extrêmement normé. Et généralement, ça va reposer sur 4 codes. Pour suivre le conte de fées, ils firent des enfants et vécurent heureux. Alors, il faut que le sexe soit reproductif. Et ça explique pourquoi la plupart des interactions hétérosexuelles vont passer par la pénétration du pénis dans un vagin. Il faut que l'homme soit un homme, un vrai. Donc, il faut que l'homme soit actif pendant la sexualité et il faut qu'il pénètre. Ensuite, il faut qu'on s'aime pour toujours. Donc, il faut qu'on se désire pour toujours. Et il faut qu'on désire de préférence toujours la même chose. Parce que si c'est qu'une pénétration du pénis dans le vagin, alors il va falloir désirer cet acte-là avec cette personne-là pendant très longtemps. Et le 4e code, c'est que l'amour, enfin le sexe, c'est censé être naturel et tout le monde sait le faire et on le fait que d'une seule manière qui est censée être naturelle. Quoi de neuf dans l'amour et quoi de neuf dans le sexe? Et ben, ces 4 points sont extrêmement remis en cause aujourd'hui. Le sexe reproductif, évidemment, je ne voudrais pas revenir dessus, mais outre le fait que on a de la contraception aujourd'hui, la plupart du temps, quand on fait l'amour, même quand on est dans un couple hétérosexuel et qu'on est en âge de procréer, on essaye à tout prix de ne pas faire des enfants. Donc c'est assez bizarre que la pratique sexuelle la plus répandue soit celle qui permet de faire des enfants, alors que la plupart du temps, sauf vraiment quand on est en train d'essayer, on essaye désespérément de ne pas faire d'enfants. Du coup, on voit quand même que la masturbation, les pratiques orales et les pratiques anales se sont maintenant taillées une part importante dans nos sexualités, preuve qu'on commence à sortir un petit peu d'un prisme uniquement reproductif.
Ensuite, il y a cette idée que l'homme doit être un homme et la femme doit être une femme et que donc l'homme, il est au-dessus et il pénètre. Ouais, pas complètement sûr, hein, parce que depuis une grosse décennie, il y a notamment eu toute une vague de popularisation du clitoris. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre des caresses ou plutôt sur du cunnilingus. Donc on sort de codes très, très patriarcaux dans ce qu'on fait précisément au lit. Et puis bien sûr, de plus en plus, il y a des couples qui vont inverser les rôles. C'est-à-dire que l'homme va être pénétré par une femme. En France, un petit quart des hommes, c'est 22% d'entre eux, ont déjà subi une pénétration anale de la part d'une femme. Alors ça peut être une pénétration anale par un doigt, ça peut être une pénétration anale par un sextoy. Et ce qui est amusant, c'est que ça reste énormément tabou, alors que 22%, ça concerne quand même pas mal de personnes, en fait. Et ça veut aussi dire que si ces hommes sont hétérosexuels, il y a un paquet de femmes qui sont prêtes à prendre le dessus au lit et à sortir d'une espèce d'injonction à la femme parfaite qui s'allongerait sur le dos, qui attendrait que ça passe, et qui sont aussi capables de mettre sur la table quelque chose qui est de l'ordre de leur réputation. C'est-à-dire qu'une femme raisonnable, normalement, ça ne se permet pas ce genre de choses. Ça attend que ça vienne et ça apprécie le moment. Donc, les codes de l'homme actif et la femme passive ont également été un petit peu bousculés, le sont de plus en plus et, à mon avis, sont amenés à l'être de plus en plus. Le désir, ensuite, est censé durer tout le temps et être équivalent pendant toute notre vie. Plus les chercheurs travaillent sur le désir, plus on se rend compte de son caractère évasif. Alors chez les femmes, ça passe assez vite. Chez les hommes, ça dure plus longtemps, mais bien sûr, à un moment, autre immense tabou, il faut affronter le temps qui passe. Beaucoup d'hommes sont extrêmement surpris de découvrir qu'à partir de 30 ans, 40 ans, la testostérone décroît. Donc, alors, le désir ne baisse pas forcément, mais en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, les capacités d'expression du désir, la capacité à avoir une érection, va baisser. Avec le Viagra, évidemment, on a maintenant des solutions, alors qui ne sont pas excellentes, et je ne suis pas du tout en train d'encourager la prise de médicaments dans la sexualité. Mais on voit bien que la question du désir qui dure dans le temps est bousculée par le fait qu'on ait de plus en plus de connaissances sur ce que le temps fait à notre désir et par des molécules chimiques qui peuvent éventuellement nous fournir des solutions ou en tout cas des alternatives. Et enfin, dernier point, l'idée que le sexe soit c'est la nature, il n'y a rien à comprendre, il suffit de le faire et on ne réfléchit pas trop. J'ai parlé un petit peu d'algorithmes, de poupées réalistes, d'hologrammes. Bien sûr que la technologisation du sexe fait qu'aujourd'hui, on ne recourt pas uniquement à nos organes génitaux pour faire l'amour. Il y a le boom des sextoys qui est là depuis un petit bout de temps et qui, alors c'est pareil, je n'ai pas les chiffres pour la Grèce, je suis désolée, mais qui, en France, maintenant, va concerner, pour celles qui l'ont expérimenté, plus de la moitié des femmes. Alors, c'est intéressant toujours quand on passe un petit peu ce chiffre symbolique de 50% parce qu'on a passé un petit peu la norme statistique. Et on voit que ça va vite, en plus, parce qu'il y a encore 20 ans, on se disait ah oui, bon, c'est juste une mode, c'est la série américaine Sex and the City. Puis bien sûr que les femmes vont revenir à des moyens plus manuels ou en tout cas vont revenir au pénis. Alors, il n'y a jamais eu de choix à faire entre les sextoys et une sexualité en chair et en os. Mais ce que les chiffres de vente de sextoys montrent, et le Covid n'a pas particulièrement aidé à ralentir la tendance, c'est que les sextoys sont là. Ils sont là depuis longtemps et ils sont là pour durer. Quand je dis que les sextoys sont là depuis longtemps, c'est que le premier qu'on a retrouvé en Allemagne date de 30 000 ans. Et hier, dans l'avion pour venir à Athènes, je lisais un article
qui parlait d'un cas de femelle bonobo, donc une femelle singe, qui a été vue en train de se masturber avec un morceau de bois, preuve que la technologisation du sexe concerne même pas particulièrement les humains, mais peut concerner aussi les animaux. Donc l'idée que le sexe soit quelque chose de purement naturel et qu'on fait toujours de la même manière depuis la nuit des temps est également très, très mise à mal. Par ailleurs, parmi les choses qui changent, il y a une tendance qu'on commence à voir apparaître, à voir si elle se développe, c'est une baisse de la fréquence sexuelle dans les pays occidentaux. En France, on considère qu'on a à peu près 5 ans de retard sur les chiffres américains. Et aux États-Unis, on voit un report dans le temps de l'âge du premier rapport sexuel et une chute du nombre de rapports sexuels pour les personnes qui ont accès à des partenaires. Et ça pose évidemment plein de questions. Ça suscite une énorme inquiétude et des fois, on va même jusqu'à se dire, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin de la civilisation. Alors, bien sûr, le fait qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore une pandémie de Covid a eu une influence. Mais cette tendance-là, elle avait déjà commencé avant. Parmi les explications possibles, il y a le fait qu'on ait une vie plus sédentaire, que les rapports humains passent plus par écran interposé. Il y a aussi le fait que les loisirs soient plus facilement accessibles et aient intégré nos chambres à coucher. C'est-à-dire que quand on est au lit et qu'il y a le choix entre faire un rapport sexuel qu'on a déjà fait avec une personne avec qui on a déjà eu des centaines de rapports sexuels et qu'il y a Netflix avec un incroyable suspense, alors peut-être que si on a le choix avec ce même endroit, on va lancer une petite série télé. Ça peut être en tout cas une explication. Ensuite, il y a avec les réseaux sociaux, avec Instagram, la propagation de standards de beauté et de désirabilité absolument irréalistes. Aujourd'hui, si on est une jeune fille et qu'on commence sa vie sexuelle et sentimentale et qu'on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que seules les personnes parfaitement minces, jeunes, toniques, intégralement épilées, peuvent avoir accès à des rapports sexuels. Et on sait que non seulement les femmes disent que des fois elles ont une opportunité pour une aventure sexuelle, mais si elles ne sont pas épilées, dans ce cas-là, elles vont laisser passer cette occasion parce qu'elles préfèrent ne pas se montrer avec des poils plutôt que d'oser prendre le risque d'être jugées. Mais ça arrive aussi à des hommes. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que certains hommes ont déjà renoncé à des rapports sexuels parce qu'ils se trouvaient trop gros, parce qu'ils se trouvaient trop moches, parce qu'ils se trouvaient trop chauves. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de crise du narcissisme. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse nécessairement revenir en arrière ou même que ce soit souhaitable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour notre désir, il va falloir apprendre à vivre avec le décalage de corps parfait, d'images que nous, on met de nous-mêmes sur Instagram absolument parfait, et la réalité nue de ce qu'on est au lit. Ça, c'est aussi un nouveau défi amoureux et un nouveau défi sexuel. Oh. Ensuite, bien sûr, la dernière chose, c'est l'influence de la pornographie. Ça aussi, c'est d'autres standards irréalistes, pas seulement de beauté, mais aussi de performance. Cette performance-là, elle pèse plus particulièrement sur les épaules des hommes. En France, les jeunes hommes sont, pour un tiers d'entre eux, ont déjà eu l'expérience d'avoir des complexes parce qu'ils trouvaient que leur pénis n'était pas assez gros, pas assez esthétique, et ont déjà essayé de reproduire dans leur vie sexuelle ce qu'ils avaient vu sur l'écran. Évidemment que quand on se met une pression pareille, ça rend le passage à l'acte particulièrement difficile. Et ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps, quand on sent qu'on ne va pas assurer,
et ben dans ce cas-là, on préfère ne pas y aller du tout. Aussi parce qu'on se dit que ce sera finalement pas très intéressant pour la personne et qu'on n'arrivera pas à satisfaire ses partenaires. Alors ça, c'est seulement des pistes, mais en tout cas, ça pourrait expliquer d'où vient cette espèce de déclin des rapports sexuels dans le monde occidental. Ensuite, parmi les nouveautés sexuelles, je voudrais revenir à ce qui atteint les couples plus traditionnels. Parce que là, évidemment, alors je parle de femmes qui pénètrent des hommes, je parle de sextoys, je parle de poupées. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un couple hyper traditionnel? Le féminisme et les implications intimes du féminisme sont sans doute ce qui va concerner le plus de personnes qui sont dans des arrangements monogames, hétérosexuels. Les femmes, et notamment les jeunes femmes qui se reconnaissent dans le mouvement MeToo et dans le mouvement féministe, vont bien sûr avoir des demandes sexuelles et des demandes amoureuses très différentes. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est sans doute le fait que l'amour des femmes, il était censé être absolu, il était censé être sacrificiel, il était censé être inconditionnel. Et là, parmi la génération de jeunes féministes qui arrivent, on voit que cet amour, il est conditionnel. On voit qu'on n'a plus envie d'être maltraité, on n'a plus envie d'avoir un différentiel d'orgasme entre les hommes et les femmes qui fait que les hommes, 90% du temps, 96% du temps, ils vont avoir un orgasme, et puis les femmes, ça va être une fois sur 3, une fois sur 2 quand tu es un partenaire régulier. On voit bien qu'il y a aussi une forme d'exaspération qui peut monter sur l'amour et sur la sexualité. Sur l'amour, on commence à parler de charge émotionnelle. Comment ça se fait que ce soit les femmes qui, le plus souvent, prennent en charge l'aspect romantique dans un couple? Comment ça se fait que ce sont elles qui vont prendre en charge l'aspect esthétique du couple? Elles vont se faire belles, elles vont essayer de trouver de nouvelles manières de plaire, elles vont essayer de toujours satisfaire la personne avec laquelle elles sont. Et puis, sexuellement, il va y avoir la charge contraceptive. C'est elles qui vont prendre la pilule ou le stérilet ou toute forme de contraception. C'est elles qui vont aller lire les magazines féminins pour aller trouver la dernière position à la mode ou qui vont introduire les sextoys dans leur couple. Et là, on sent qu'il y a un petit ras-le-bol sur cette espèce de charge qui pèse sur les femmes après la journée de travail et la journée de tâches domestiques. Eh ben, ils font encore faire, alors c'est pas une journée entière évidemment, mais ils font encore se taper l'amour et la sexualité. Et pour une minorité de personnes, mais quand même qui commence à émerger de plus en plus, ça peut aller très loin puisque pour le travail, comme je suis journaliste, je reçois évidemment tous les livres qui sortent sur l'amour, le désir, la sexualité. Et là, cette année, il y en a 2 qui sont sortis et qui invitent les femmes à se détourner carrément de l'hétérosexualité, précisément. Donc il y en a un qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité » par Juliette Drouin. Et là, il y en a un que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 leçons ». Et bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les femmes françaises vont se détourner de tous les hommes. Mais ça veut dire que il y a quand même un vrai ras-le-bol qui va passer, pas seulement par des livres, hein, aussi par des podcasts ou par des groupes de parole, et qu'il y a une espèce de pression qui est mise pour que les choses changent au quotidien dans les formes d'arrangement et de sexualité les plus conventionnelles. Là, je vous ai fait un petit tour d'horizon de tout ce qui m'est passé par la tête quand je me suis dit que j'allais vous parler des nouveautés de l'amour et du sexe. Ça, c'est ce qui change, mais ensuite, bien sûr, il y a la question de ce qui freine. Très bien, on va mettre ça. Quelles sont les choses qui nous empêchent de changer nos interactions amoureuses et sexuelles? Déjà, évidemment, il y a les représentations culturelles. Les pratiques et les représentations vont se refléter et s'influencer mutuellement. Mais évidemment, il ne suffit pas de regarder 3 nouvelles séries sur Netflix ou de lire 3 bouquins sortis cette année pour que ça contrebalance des millénaires de culture amoureuse et sexuelle. Et tant mieux.
évidemment que la culture doit pouvoir nous emmener sur un temps long et qu'il n'est pas question d'annuler le passé et de prétendre que tout ça n'est jamais existé. Mais au moment de faire nos choix amoureux et sexuels, cette culture en masse va être énormément reposer sur des codes hyper traditionnels. Et c'est difficile, des fois, d'essayer des choses nouvelles et de se les approprier alors qu'on a si peu de codes et si peu de modèles pour les inventer. Donc c'est important aujourd'hui d'arriver à créer des contre-modèles et des contre-discours, et pas seulement de les expliquer de manière pédagogique comme j'essaie de le faire ce soir, mais aussi de les donner à voir, de les donner à entendre et de les donner à ressentir. Parce que si les idées se transmettaient que de manière intellectuelle, ça serait... il faut aussi le faire d'une manière émotionnelle, et je vois pas comment est-ce qu'on peut dépasser l'art, alors ça peut être la musique, la peinture, le cinéma, pour donner envie aux gens de se projeter émotionnellement dans des utopies, dans des dystopies parfois aussi, ou en tout cas dans d'autres formes d'arrangement. Et expliquer, c'est une chose, mais je crois que faire ressentir, ce sera toujours beaucoup mieux. Et puis ensuite, il y a la question de la légitimité, qui est liée à la question des représentations culturelles. Comment inventer de nouvelles formes d'amour alors qu'on se dit qu'on n'a pas vraiment le droit? Et par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des poupées, des hologrammes, on se dit, mais puisque ce n'est pas représenté dans la culture, alors je dois être un peu fou, je dois être un peu folle. Et c'est difficile, ça aussi, de faire valoir la légitimité de notre ressenti, alors qu'il y a tellement de personnes qui vont nous dire mais t'as tort, l'amour c'est comme ça, le sexe c'est comme ça. On est parfois extrêmement assertif. Hop, je suis perdue dans mon texte. Un des grands vecteurs de légitimité dans le discours, c'est l'idée d'altérité. Généralement, on estime qu'une forme de sexe ou d'amour est légitime quand elle est basée sur l'altérité. Et quand on parle de ça, on parle systématiquement d'altérité homme-femme. Ça, en fait, c'est très bizarre, parce qu'il y a 1000 autres formes d'altérité possibles. Par exemple, on pourrait estimer que la vraie altérité, c'est entre une personne plus âgée et une personne plus jeune. C'est pas très politiquement correct de dire ça, mais on pourrait imaginer un univers dans lequel on pourrait dire, pour qu'un couple fonctionne, bien sûr, il faut qu'il y ait une personne qui ait plus d'expérience et une personne qui ait moins d'expérience. C'est logique, et ça permet d'avoir de l'altérité, et cette altérité va produire du désir. On pourrait imaginer que ce soit entre une personne valide et une personne en situation de handicap. En fait, il y a plein de manières de créer de l'altérité, et c'est intéressant de voir que pour l'instant, encore aujourd'hui, la seule altérité qui est reconnue, c'est entre un homme et une femme, alors que, évidemment, que deux hommes ou deux femmes ou deux personnes non binaires peuvent avoir des différences considérables, ne serait-ce que par exemple des différences de classe sociale. Donc on voit bien que la manière dont on a construit ce qui était une altérité légitime va aussi nous influencer, et qu'il va falloir évidemment faire preuve de résistance et d'inventivité pour créer d'autres altérités et d'autres légitimités qui vont nous permettre de prendre des permissions pour inventer. Et puis il y a une petite dernière chose qui nous freine, c'est le ricanement. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un arrive avec une nouvelle idée sur comment est-ce qu'on pourrait s'assembler, comment on pourrait s'aimer, comment on pourrait faire l'amour, souvent, la première réaction, c'est le rire et dire « Oh là là, mais t'es pas sérieux, ça c'est vraiment stupide, tomber amoureux d'un hologramme ou d'un robot, c'est vraiment ridicule. » Et ça en dit beaucoup sur une forme de contrôle social qui s'opère sur les personnes qui essayent d'inventer des nouvelles choses. Ça en dit long sur le fait que parfois on manque d'imagination, amoureusement et sexuellement. Et moi, à titre personnel, j'aimerais bien qu'on sorte d'une culture comme ça, dont la première réaction, c'est toujours de rire des personnes qui inventent des choses nouvelles, pour qu'on entre dans une culture d'enthousiasme. Ou au contraire, on se dise « Ah, toi, tu aimes d'une manière différente, mais c'est génial, raconte-moi comment tu fais, c'est quoi tes outils ?»
C'est quoi l'objet de ton amour? Comment tu bricoles? Comment tu fais l'amour? Et j'aimerais bien voir advenir ce monde-là avec la multiplicité de nouvelles formes d'organisation amoureuse et sexuelle. On s'habitue quand même de plus en plus à ce que des innovations aient lieu. On se rend compte qu'on peut innover et on commence à développer quand même un petit peu plus de tolérance. Je vois qu'il me reste 25 secondes et j'ai presque fini. Ce que je voulais dire pour terminer, déjà, c'est que même si là, je viens de vous parler de plein de choses nouvelles, il y a un truc là qui ne change pas, c'est que l'amour est super important. C'est que ça reste aujourd'hui cette espèce de grande aventure. Alors peut-être parce qu'on n'a pas des tonnes d'aventures à vivre. Peut-être que professionnellement, ça devient plus difficile de vivre une carrière incroyable. Peut-être qu'on a déjà été dans l'espace, on a déjà un petit peu exploré la jungle et le désert. Alors on se dit que finalement, il ne reste plus rien à découvrir. Et en amour, bah si. Là, quand même, il nous reste quelque chose à découvrir et ça pourrait expliquer, enfin en tout cas, moi j'aimerais y croire, la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'amour continue de nous intéresser, continue de nous passionner. Et j'avais un petit chiffre là-dessus, qui est que sur la dernière décennie, si vous regardez les chansons qui se sont le plus vendues dans le monde, 40% de ces chansons mentionnent le sexe et 62% mentionnent l'amour. Preuve qu'on a une espèce de capacité infinie à vouloir consommer toujours plus de contenu qui en parle. Et puis, il y a quelques années, en 2014, l'Université de Montréal avait fait une immense enquête sur les fantasmes sexuels des Canadiens. Et l'avantage de cette étude, c'est qu'au lieu qu'il y ait une liste préconçue et puis les gens disent « ça m'intéresse pas », là, les gens pouvaient répondre vraiment sur un immense choix de fantasmes. Et le premier fantasme, bien avant le plan A3, les orgies, le sexe dans la nature, c'était tout simplement de faire l'amour avec une personne qu'on aime. Et ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes aussi. La chose qui nous fait le plus fantasmer sexuellement, c'est d'être intéressé aussi émotionnellement, amoureusement, par la personne avec qui on couche. Et je finis sur ces belles paroles, avec je sais pas, peut-être une forme d'espoir. Là, je fais cette conférence alors que ces 2 dernières années, parmi les nouveautés, on a eu le Covid. Là, depuis quelques mois, on a une guerre sur le sol européen. On a des rapports climatiques qui sont de plus en plus anxiogènes et on peut avoir l'impression de vivre une époque particulièrement déprimante où tout va mal. Et en amour et en sexualité, tout va pas mal. Tout va même plutôt bien, en fait. Alors évidemment, pas dans tous les pays, mais dans le monde occidental, on est de plus en plus tolérant, on invente de plus en plus de choses, on construit des nouvelles formes de résilience. Et c'est pas mal pour conclure de se rappeler que là, en ce moment, dans cette avalanche de mauvaises nouvelles, l'amour et le sexe sont peut-être une des dernières choses qui peuvent nous sauver. Voilà. Merci beaucoup.